vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Êtes-vous vacciné contre la grippe, tout comme moi, ou allez-vous le faire prochainement? Les experts projettent une des pires saisons de la grippe alors que la vaccination recule encore. Au Québec, c'est 18% de la population générale et seulement 25% des 65 à 74 ans à avoir reçu le vaccin contre la grippe cette année. C'est inquiétant particulièrement chez les aînés. Les personnes âgées représentent la majorité des 12 000 hospitalisations et des 3 500 décès canadiens en raison de l'influenza saisonnière. C'est pourtant un vaccin sécuritaire et gratuit au Québec et qui serait efficace contre le sous-type du virus de cette maladie respiratoire virale contagieuse. La vaccination contre la grippe est aussi un beau cadeau à se faire et à faire à ses proches. Quelles sont les raisons qui nous font parfois hésiter à se faire vacciner? Pour le savoir, restez avec nous. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous voulons parler de la vaccination contre l'influenza saisonnière, la grippe. Donc, le taux de vaccination de la population reste très bas, même chez les aînés. Pour en parler, je suis en compagnie de Marie-Lou Cayley, professeure adjointe au département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval et chercheuse au axe maladies infectieuses et immunitaires et santé des populations et pratiques optimales en santé au Centre de recherche du CHU de Québec. Bonjour. Bonjour. Je suis en compagnie aussi de Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et expert en virologie. Bonjour. Bonjour. Santé Canada recommande que les adultes et les enfants de 9 ans et plus reçoivent une dose de vaccin contre la grippe à chaque année. Le comité d'immunisation vise la vaccination de 80% des aînés au pays. Pourtant, l'an dernier, les Canadiens adultes étaient moins de 20% à être vaccinés contre l'influenza saisonnière. Et le Québec serait même à la traîne par rapport aux autres provinces avec un aîné sur 4 seulement, âgé de 65 à 74 ans, qu'il était. Un groupe particulièrement à risque selon Santé Québec. Je vais commencer avec vous, professeur Cayley. Est-ce que cela vous surprend que ça soit si bas? Non, en fait, les couvertures vaccinales sont quand même plus faibles là, dans les groupes de la population générale, mais quand on regarde justement chez les 75 ans et plus, c'est quand même plus élevé. Donc, les personnes qu'on veut vraiment cibler par la vaccination, on obtient quand même des couvertures vaccinales plus élevées là, que les chiffres là, que vous mentionnez. Oui, c'était les 65 à 74 oui, c'est que ça, j'avais. mais... Oui. C'est ça, effectivement. Donc, les recommandations là au Québec, c'est vraiment de cibler là, les 75 ans et plus. Mm-hmm. Puis aussi là, les personnes qui ont des maladies chroniques ou celles qui sont dans les résidences, là, par exemple les RPA oui. ou les CHSLD. Mm-hmm. Puis on sait là, que la majorité justement des personnes en CHSLD puis en RPA là, sont bien vaccinées là, pour la grippe et la COVID là aussi. Mais on a quand même toujours des enjeux là, pour rejoindre justement les personnes malades chroniques qui sont plus jeunes. Là, ça, c'est toujours plus difficile de les rejoindre. Ces personnes-là se sentent moins nécessairement vulnérables là, aux complications de la grippe. Donc, les couvertures vaccinales sont plus faibles là, chez les plus jeunes qui ont des malades chroniques. Entendu. Est-ce qu'on connaît les chiffres des 75 ans et plus? Là? Est-ce qu'on atteint les chiffres qu'on espère? Dans une dernière enquête qui a été faite là avec l'INSPQ qui a été publiée là dans le fond l'enquête qui a été faite en 2022 là, les résultats là pour l'enquête qui a été faite en 2024 sont toujours en cours d'analyse et vont être publiés récemment. Mais on avait dans le fond une couverture vaccinale de 72% chez les personnes de 75 ans et plus. Puis quand on regardait chez les personnes qui n'étaient pas ciblées, là, âgées de 18 à 74 ans, c'est environ 25% qui étaient vaccinés. Mm-hmm. Puis chez les malades chroniques, à ce moment-là, on est en bas là, de 50%. Là, les malades chroniques qui sont âgés de 18 à 74 ans. Oui, ce qui reste inquiétant. Professeur Barbeau, présentez-nous un petit peu les différents types de vaccins contre la grippe. Bien évidemment, les vaccins que nous avons présentement sont principalement produits chez les œufs. Donc, il y en a de différentes sortes. Si je comprends bien la nature de votre question. Et ça, vraiment, ça date depuis plusieurs années, décennies, qu'on produit ici les vaccins. Donc, avec des œufs de poulet, on est capable de produire des vaccins, donc produire des virus qu'on, par la suite, qu'on inactive et qu'on fragmente.
Et c'est ce qu'on reçoit justement en termes de formulation vaccinale. Maintenant, la façon qu'on fonctionne aussi, c'est qu'on essaie quand même de couvrir le plus largement possible le type de souche qui pourrait circuler au Québec comme partout ailleurs durant la saison hivernale, et on se base un peu sur ce qui semble avoir circulé dans l'hémisphère sud les mois précédents. Et c'est donc toujours une certaine devinette. On essaie quand même d'être le plus mieux ciblé. Mais comme je vous dis, le fait qu'on inclut différents virus, différentes souches, que ce soit influenza de type A et type B, mais ça augmente justement les possibilités qu'on ait le meilleur vaccin possible, évidemment, lorsque la saison arrive. Mais comme je vous ai mentionné, ce qui se passe au niveau de la saison hivernale et même avant la saison hivernale, bien, fait en sorte que le vaccin peut ne pas être complètement efficace. L'autre point aussi à ajouter, c'est que c'est certain qu'il y a des vaccins qui ont aussi on a des variétés de vaccins autres que celui qui est le classique, là. Donc, on peut les produire différemment et ne pas utiliser des œufs de poulet, mais autrement, c'est certain qu'en ce moment, de poules de rocher. Mais en ce moment, c'est vraiment, on utilise toujours la même type de technologie, en améliorant évidemment la qualité des vaccins, puis en fragmentant de façon plus efficace les vaccins, de façon à ce que ce qu'on reçoit, c'est les protéines du virus, et qui permet justement à notre système immunitaire d'être éduqué, d'être entre autres prêt à une infection qui pourrait venir par la suite. C'est des vaccins qu'on produit ici? Non, les vaccins, à ma connaissance, je crois qu'ils sont de l'extérieur, mais je pourrais me tromper en effet. Et je fais bien attention à ce que je dis, mais c'est certain qu'on a besoin d'une quantité massive de production, et je crois que c'est à l'externe, mais je pourrais me tromper. Alors, je pourrais me corriger au besoin. Oui, puis c'est des injections, et aussi, je sais qu'il y a une formulation par le nez aussi. Il y a deux manières, en fait, de recevoir le vaccin, si je comprends bien. Professeur Cayley, quels sont les groupes les plus à risque avec la grippe? Bien, comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a plusieurs travaux qui avaient été faits pour justement essayer de cibler les personnes qui sont le plus à risque pour la vaccination contre la grippe. Enfin, les travaux qui avaient été faits par le Comité sur l'immunisation du Québec pour justement essayer de mettre l'effort pour les personnes qui sont le plus à risque. Donc, c'est des personnes de 75 ans et plus, ou les personnes âgées de 6 mois à 74 ans qui présentent certaines maladies chroniques comme des problèmes cardiaques, problèmes pulmonaires. On a aussi tous les résidents, comme je mentionnais tout à l'heure, des CHSLD, des RPA. Puis il y a aussi les personnes enceintes aussi qui sont ciblées par la vaccination contre la grippe. Oui, rappelez-nous pourquoi c'est important de rejoindre ces groupes qui sont particulièrement vulnérables aux complications dues à la grippe et même à la COVID-19, on pourrait étendre jusqu'à... Oui, ben c'est les mêmes groupes en fait qui sont à risque de complications. C'est que ces personnes-là, si elles contractent la grippe ou la COVID, peuvent être plus susceptibles d'avoir des complications, peuvent être hospitalisées, des décès, des pneumonies. Donc, c'est important de cibler ces groupes-là, de faire en sorte d'améliorer les couvertures vaccinales dans ces groupes-là pour réduire le fardeau en fait de la COVID et de l'influenza. Oui. Puis on sait que c'est particulièrement dans ces groupes-là qu'il y a plus d'hospitalisation, de décès et de complications. Oui, parce que c'est une maladie qui est très contagieuse. Oui, quand même, effectivement. Oui, effectivement. C'est sûr que dans le contexte aussi où dans l'augmentation de la circulation des virus à l'automne et pendant la période des fêtes, l'augmentation des contacts, c'est sûr que les personnes vulnérables vont être plus exposées à ces virus-là pendant les fêtes. Je vote pour la science est une émission produite par Science Presse. Visitez son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Barbeau, parlez-nous un petit peu des nouvelles souches d'influenza de cette année. On entend parler A, B, C. Est-ce que vous pouvez nous aider à démêler un petit peu tout ça? Oui, en fait, il y a différents types de virus d'influenza, les virus de la grippe A, B, C et D. A, B, c'est vraiment ceux qui sont responsables des grippes saisonnières, donc comme ce qu'on a continuellement année après année. Et c'est pour cette raison, justement, comme on référait précédemment, les vaccins contiennent dans leur formulation des représentants de ces différents types A et B, donc deux souches de A et une souche de B. Maintenant, ce qui se passe, si on regarde un peu durant la saison hivernale, l'équivalent de la saison hivernale en Australie, on a eu une augmentation particulière du type de souche qu'on appelle H3N2. H3N2, c'est un peu différent de H1N1 en termes de ce
qu'il y a à la surface du virus. Donc, il y a des propriétés quand même un peu différentes, mais certainement des caractéristiques qui font en sorte que, la réponse immunitaire n'est pas aussi efficace. Si vous avez une réponse immunitaire contre H1N1, bien, on ne pourra pas nécessairement avoir une efficacité qui va être équivalente avec un H3N2. Donc, c'est quand même des virus suffisamment différents pour que le système immunitaire doit être équipé et être éduqué par rapport à ces différentes sources. C'est pour ça, justement, qu'on a ces différents types-là de virus dans nos formulations vaccinales. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, en tout cas du moins cette année, depuis le début de l'année, eh bien, il y a vraiment une augmentation particulière de ce qu'on appelle le H3N2, donc le type H3N2, qui, lui, est un sous-type de H3N2 qui vraiment est un virus influenza A, mais qui est moins présent qu'habituellement et qui est associé à des symptômes plus graves, du moins peut-être pas aussi excessif qu'on pourrait l'imaginer, mais n'empêche qu'il y a plus de risques d'hospitalisation, plus de risques d'infection et donc de symptômes un peu plus prononcés. Et pour cette raison, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en ce moment, dans certains pays, la saison grippale, que ce soit au Royaume-Uni ailleurs, a débuté plus tôt. Et en plus que vous avez justement plus de ce type de souche H3N2, on a un variant, et malheureusement, on a entendu tellement parler de variants avec la COVID, et ça, c'est oui, on a eu un cours accéléré, oui. Oui, malheureusement, oui, c'est ça, plutôt accéléré, et on a comme presque, on en a marre presque d'entendre des variants, mais malheureusement, il y a un variant particulier qui a évolué à partir de H3N2, et dont l'ensemble des mutations, et donc qui fait en sorte que c'est un variant par rapport au H3N2 qui circule, pourrait en effet nous causer problème, que ce soit au niveau du nombre de cas d'infection qui nécessitent hospitalisation, mais aussi particulièrement à quel point, justement, et ça c'est toujours une question qui revient d'année en année, le vaccin qui en ce moment a été conçu pour la saison grippale actuelle pourra justement être moins efficace face à ce nouveau variant. Oui, vous avez parlé de l'Australie tout à l'heure, puis peut-être dans l'Angleterre. Comment on sait, est-ce qu'on le sait déjà tôt dans la saison pour que les fabricants aient le temps de déterminer la composition du vaccin, ce qui s'en vient? On peut jamais tout savoir. De toute façon, je crois qu'avec la COVID, pendant la pandémie, on s'est aperçu, vous savez, ce sont des virus respiratoires qui se transmettent quand même assez efficacement à différents niveaux. Plus qu'un virus se transmet, plus qu'il change, plus qu'il mute, plus qu'il évolue. Alors, ce qu'on a en effet en début d'année, ou en tout cas du moins lorsqu'on décide de la formulation vaccinale qui sera produite en fonction de la saison grippale qui arrivera à l'automne, eh bien, vous avez quand même une période de temps où que le virus va continuer à évoluer. Alors, en ce moment, vous savez, si on parle de la souche H3N2 qui a ces mutations, celle qu'on appelle le sous-type sous-clade K, eh bien, celui-ci est apparu cet été. Alors, il y a des bonnes chances. Et en fait, la production vaccinale avait déjà débuté, puis on peut pas bouger assez rapidement pour être à date et se dire qu'on va avoir justement prendre en considération cette nouvelle souche, ces nouvelles séries de mutations. Et pour cette raison, mais c'est un problème qui est constant. Donc, à chaque fois qu'on décide de la formulation, eh bien, le virus va changer, évoluer, puis c'est pour ça que justement qu'on a des variations en termes d'efficacité. Alors, en ce moment, on pense bien, c'est surtout H3N2 qui circule, mais en plus de ça, probablement ce mutant-là qui vient vraiment à être plus présent, mais à travers les prochaines semaines, vous allez avoir possiblement une certaine évolution, à quel point ça va évoluer, à quel point que ce mutant-là va finalement être celui qui va être déterminant dans la saison grippale actuelle, on ne le sait pas. Alors, c'est toujours un jeu de prédiction, mais il faut en effet partir d'une base, et la base, eh bien, c'est ce qu'on voit au niveau de l'hémisphère sud pour se positionner avec l'arrivée de la saison grippale au Québec et ailleurs dans l'hémisphère nord. Dans laquelle on est en ce moment. Professeur Kelly, le vaccin contre la grippe est gratuit. Qu'est-ce qui explique que les personnes tardent tant à se faire vacciner? Gratuit pour justement les aînés et les personnes à risque? Oui, comme je disais, c'est ça, mais depuis plusieurs années, là, les recommandations ciblent vraiment les groupes les plus à risque. On sait là, que justement les personnes les plus âgées, les personnes en établissement CHSLD, RPA sont généralement bien vaccinées. Pour les autres groupes, ce qu'on sait, c'est que surtout pour les malades chroniques qui sont plus jeunes, souvent ils vont avoir une faible perception de leur vulnérabilité. Dans le fond, ils ne se considèrent pas nécessairement à risque là, des complications de la grippe. Ils peuvent aussi considérer justement que c'est pas une maladie qui est sévère, là, autant pour la COVID que pour la grippe, donc ils considèrent que c'est pas grave là, d'attraper la grippe pour eux.
OK. Parfois, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les gens peuvent mentionner qu'ils n'avaient pas le temps d'aller se faire vacciner ou qu'il manquait, il manquait d'informations. Hein? Oui, ben l'accessibilité, c'est sûr que c'est offert là, dans les centres de vaccination. Les gens peuvent prendre rendez-vous là, quand même assez facilement, mais c'est certain que on sait que justement rendre la vaccination disponible, par exemple dans les milieux de travail ou dans les endroits où les personnes avec maladie chronique, ben ça c'est dans le fond il y a les infirmières vont dans les RPA, dans les CHSLD pour vacciner, mais par exemple pour les malades chroniques ou les personnes qui peuvent se déplacer, ils vont dans les centres de vaccination. Donc c'est sûr que d'essayer de favoriser la vaccination dans les milieux où se trouvent ces personnes-là, où vont consulter, ça peut aider aussi à les rejoindre. Ce qu'on sait aussi, c'est que les professionnels de la santé ont vraiment un rôle important à jouer parce que le fait d'avoir reçu une recommandation de se faire vacciner est vraiment un déterminant là, fort de la vaccination. Donc, d'essayer de travailler justement à bien outiller les professionnels de la santé, s'assurer qu'ils ont la formation, les outils nécessaires pour bien conseiller les patients. Là, ça, c'est important là, pour favoriser la vaccination. Est-ce que le fait d'avoir passé à travers l'épisode de la pandémie et de la COVID, est-ce que les gens, ça les rend un peu méfiants par rapport à la vaccination ou pas? Parlez-moi peut-être de la méfiance. Oui, ben c'est sûr qu'on a vu toutes sortes là, d'informations qui est véhiculées par rapport à la vaccination. On sait qu'il y a certaines personnes qui ont pu avoir comme une fatigue au niveau de la vaccination à cause des campagnes de vaccination successives là, pour la COVID. Rapidement après la pandémie, on avait vu quand même une augmentation au niveau de la couverture vaccinale pour l'influenza. On suit ça dans le temps pour voir si justement il y a des baisses. Là, ça semble pas nécessairement baisser au niveau de la couverture vaccinale. Les gens aussi continuent d'avoir quand même des attitudes positives envers la vaccination, mais il va falloir continuer à suivre ça pour voir dans le temps si ça a un impact. Mais généralement, les gens ont quand même une attitude favorable avec la vaccination. Là. Oui, on parle aussi beaucoup du pourcentage national de positivité de la grippe qui est en hausse et qui a franchi le seuil saisonnier de 5% de positivité. La saison grippale 2025-26 au Canada a débuté à la mi-novembre et le pourcentage de positivité serait au-dessus du seuil de ce seuil-là la semaine prochaine, en attente de confirmation selon le rapport canadien de la surveillance des virus respiratoires. Ça signifie quoi concrètement, ce que je viens de dire, professeur Barbeau? Ce pourcentage. En termes de positivité, je crois pour les gens qui jonglent moins avec ces termes-là. À ma compréhension, souvent, et là, on pourra me corriger, mais le pourcentage, lorsqu'on atteint le 5%, on considère à ce moment-là que la saison grippale est débutée. C'est toute réserve. Mais n'empêche que ça veut donc dire que dans les analyses qui sont faites, on reçoit tant d'échantillons, les analyses, puis donc 5 sur 100 échantillons ont sorti positif. Et là, c'est comme un genre de seuil qui nous permet de comprendre qu'en ce moment, le virus est bien transmis, donc il y a une bonne transmission et au niveau de la population, ça devrait aussi se percuter. Alors, lorsque on a atteint ce seuil-là, on comprend justement que nos comportements, les gestes qu'on va faire, évidemment, vont faire en sorte qu'on on peut alimenter, on pourrait dire, la transmission du virus. Puis il faut donc être conscient. Et de toute façon, peu importe le pourcentage ou le taux de positivité, on parle en ce moment du virus d'influenza, mais il doit se rappeler aussi qu'il y a d'autres virus en ce moment qui circulent. C'est-à-dire, on a le VRS qui est quand même peut-être pas aussi imposant que, évidemment, rappelez-nous ce que c'est que le VRS. Le virus, c'est le virus respiratoire syncytial. Donc, c'est un autre type de virus, encore là, transmis de façon par des aérosols, mais aussi par des objets animés, donc avec des surfaces. Ça peut agir particulièrement chez les enfants de jeune âge. Donc, on a vu des cas quand même assez importants, mais aussi chez les personnes âgées. Alors, on a certainement des vaccins qui sont disponibles, entre autres pour les personnes âgées, et qui doivent être utilisés parce qu'en effet, il peut y avoir des problèmes au niveau respiratoire, au niveau des poumons, et ça peut arriver à m'amener justement des problèmes de santé graves. Alors ça, ce virus-là, comme je le dis, n'est pas nécessairement aussi prévalent que ce qu'on voit avec le virus d'influenza ou le virus de la COVID-19, mais n'empêche qu'on doit être conscient le fait que lorsque l'automne arrive, le retour des gens de leur congé, la rentrée en classe, et vous avez tous justement ces
c'est les gens qui commencent à interagir, qui sont plus en contact l'un avec l'autre, mais aussi vous vous retrouvez dans un endroit, des endroits intérieurs, confinés avec différents niveaux de ventilation et aussi on est différemment achalandé. Alors c'est certain que les virus respiratoires, tout ce cocktail-là dont je vous ai parlé, et quelques-uns en plus, plus que quelques-uns, bien, contribuent justement aux problèmes de santé que les Québécois et les Québécoises peuvent vivre, les Canadiens et Canadiennes, qui fait en sorte que on doit quand même être conscient que dans la saison hivernale, particulièrement, et automnale en partie, on est plus sujet à ce que ces virus vont être transmis et donc on peut avoir évidemment et on a à ce moment-là plus de risques d'hospitalisation. Donc on met beaucoup d'accent sur les virus connus, mais il faut se rappeler qu'il y en a d'autres et qui sont transmis de la même façon, peut-être pas exactement de la même façon, mais certainement des virus respiratoires et auxquels justement il y a des gens qui sont plus affectés une fois l'infection survenue. Alors c'est plus un contexte général qu'il faut garder en tête. C'est sûr qu'il y en a qui sont beaucoup plus importants, qui sont plus associés au risque d'hospitalisation, mais sachez qu'il y a une multitude de virus qui sont là, qui attendent juste ça pour obtenir justement la saison idéale, les contextes idéaux pour justement continuer à être transmis, de se propager, exactement. Oui, professeur Caillet, rappelez-nous, la grippe, c'est pas un gros rhume, c'est pas la même chose, hein? Non, c'est pas la même chose que d'avoir un rhume. C'est vraiment le virus de l'influenza, en fait, qui cause la grippe. Donc, une personne peut avoir justement des symptômes de rhume sans avoir nécessairement la grippe confirmée par le virus de l'influenza. Mais ici, là, on parle plus vraiment justement d'une grippe qui est causée par le virus de l'influenza. Oui, et du côté de la transmission, comment ça se transmet? Les personnes âgées, on peut imaginer quand elles sont en RPA, peut-être les visites mettent un masque, là, mais... Oui, c'est par contact, comme votre autre invité le mentionnait, là, au niveau respiratoire. Donc, c'est sûr que les personnes qui sont en contact avec les personnes vulnérables, oui, effectivement, là, peuvent porter un masque là, quand ils vont visiter les personnes en CHSLD, RPA pour réduire le risque de transmission aux personnes plus vulnérables. Surtout si la personne a des symptômes, c'est certain que là, c'est évidemment recommandé là, de porter un masque. Mais c'est ça, le contact, comme on le mentionnait, le fait que les personnes vont plus être rassemblées à l'intérieur pendant les fêtes, c'est sûr que c'est des conditions qui sont plus propices là, à la transmission. Oui, la vaccination est quand même élevée dans les résidences d'aînés et les CHSLD. Est-ce que du côté de la ventilation et justement des règles de visite, ça suit? Surtout si le vaccin est peut-être moins efficace cette année? Oui, c'est sûr que s'il y a des contextes où, par exemple, il y a des éclosions dans les CHSLD ou les RPA, ils peuvent limiter les visites, puis effectivement, là, favoriser le port du masque, puis limiter les contacts dans des périodes où il y a de la circulation importante là, dans les CHSLD ou les RPA. Là. Oui, il peut y avoir des mesures en place. Est-ce qu'on incite la famille et les proches à se faire vacciner généralement quand la personne est vulnérable? Oui, les contacts, en fait, là, peuvent se faire vacciner là, pour prévenir, dans le fond, la transmission aux personnes plus vulnérables. Oui, tout comme le personnel médical, je suppose. Oui, les travailleurs de la santé, surtout ceux qui sont en contact là, avec les patients, c'est recommandé qu'ils se fassent vacciner. Pour les personnes aussi qui seraient aidants naturels, c'est recommandé aussi là, que ces personnes-là se fassent vacciner là, pour prévenir la transmission auprès de leurs proches. Oui. Professeur Barbeau, qu'en est-il de la transmission avec Noël et la visite, justement? Bien, c'est certain. De toute façon, on le voit très bien d'année en année. Lorsque vous avez les personnes qui... Ben là, si on parle généralement, là, dans les fêtes de Noël, toutes les activités entourant les fêtes, eh bien, c'est certain que les gens se rencontrent un peu plus et parfois on se rencontre dans des endroits un peu plus fermés. Et comme vous dites, justement, on n'est jamais nécessairement bien informé, qu'on n'a pas toujours vraiment la condition de ventilation optimale. Et ça se comprend, je veux dire, d'une certaine façon... vous savez, il fait froid dehors. On a des activités, exactement. Mais c'est pour cette raison, justement, que les gens se retrouvent à l'intérieur. Et puis, et plus que vous êtes achalandé, dans un endroit achalandé, plus que, évidemment, le système de ventilation n'était optimal. Puis là, je ne veux pas nécessairement dire qu'on doit absolument avoir un système de ventilation optimal partout, dans tous les environnements, dans tous les restaurants. Mais je veux juste dire que, évidemment, dans ce contexte-là, lorsque vous êtes rapprochés, vous parlez à des gens, alors vous avez des aérosols, des gouttelettes qui sont produites,
Et c'est certain que ce cocktail-là d'aérosols font en sorte que les gens qui sont en contact auprès de vous, si vous êtes contagieux, peuvent être infectés. Alors, c'est pour cette raison, justement, en grande partie, que ces virus-là sont beaucoup plus efficaces dans les moments de l'année où que la température sont plus froides, les températures sont plus froides, les gens sont plus à l'intérieur, parce que les risques de transmission à l'extérieur sont vraiment moindres, parce que à ce moment-là, avec l'air ambiant, tous les aérosols qui aéroportent ces virus sont tout simplement dilués. Et donc, je crois que c'est quand même important, le gouvernement le fait, que ce soit au niveau provincial, fédéral et les agences de santé publique, de rappeler constamment qu'à l'approche des fêtes, même un peu avant, vous savez, on doit prendre conscience que dans ces activités-là, si vous rencontrez des gens vulnérables, des personnes âgées, si vous avez des symptômes avant de vous déplacer pour ces activités-là, prenez en considération avec qui vous allez interagir, mais aussi prenez les bons gestes, que ce soit porter un masque et autres. Puis l'autre point qui est important aussi, c'est que, et ça, il faut le rappeler, on le faisait même avant le début de la pandémie, le lavage de mains demeure toujours tellement important. Vous savez, on a tendance à l'oublier, puis au niveau de la pandémie, on l'a rappelé. Mais se laver les mains fait en sorte aussi qu'on peut certainement réduire les risques de transmettre, d'être infecté par le virus. Il y a des surfaces qui sont contaminées. C'est certain que les aérosols sont certainement aussi très efficaces, non plus efficaces, mais n'empêche qu'on doit prendre les bons comportements l'année longue, mais plus particulièrement durant les saisons froides, donc la saison hivernale et automnale, lorsque les virus respiratoires sont beaucoup plus actifs et se transmettent beaucoup plus efficacement. Oui, et de se faire vacciner. Professeur Kelly, je vais finir avec vous. Parlez-nous des stratégies à mettre en place pour mieux rejoindre les personnes vulnérables et leurs proches. Qu'est-ce que vous recommandez? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est d'essayer justement de favoriser l'accès le plus possible à la vaccination, comme on disait, d'aller vacciner dans les milieux où les personnes se retrouvent, comme en CHSLD, en RPA, d'offrir la vaccination, qu'il n'y ait pas d'enjeu au niveau de l'accès à la vaccination. Puis, un point important que je mentionnais, c'est vraiment que les professionnels de la santé continuent de recommander la vaccination parce que c'est vraiment un fort déterminant de la vaccination. Donc, bien outiller les professionnels de la santé, les former pour être capables justement de répondre aux questions, aux craintes des personnes par rapport à la vaccination, puis de bien les accompagner auprès des patients. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Lou Keillet, professeure adjointe au département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval et chercheur axe maladies infectieuses immunitaires et santé des populations et pratiques optimales en santé au Centre de recherche du CHU de Québec. Et on était en compagnie aussi de Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM et expert en virologie. Merci à tous les deux. Merci. Bonne journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez suivre aussi la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et un bon temps des fêtes à notre antenne. Jin Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse